Donc, alors vous avez vu le thème de la rencontre, c'est l'art de voir par soi-même, un thème qui m'est cher et qui me paraît important. Alors, on va développer tout ça naturellement. Alors, l'art de voir par soi-même, c'est très important. C'est un peu penser par soi-même, on peut dire, hein, naturellement. C'est-à-dire que il est évident que les uns et les autres, nous avons des influences, nous avons lu des livres, vu des films, eu des discussions, lu des penseurs, et donc nous avons différentes influences qui sont en nous, et c'est tout à fait normal, on ne peut guère faire autrement. Donc ces influences nous ont forgés, nous ont construits, ont peut-être orienté notre vie et peut-être notre regard également. Mais je pense que ces influences ont une limite parce que si on utilise uniquement ces influences multiples, si on en reste là, en fait, on ne pense pas par soi-même et on est plutôt quelqu'un de seconde main qui citons et qui répétons et qui recyclons les idées d'autres personnes. Ça peut avoir un intérêt, mais ce n'est pas voir par soi-même et c'est pas ça l'art de voir par soi-même. Donc, je précise un petit peu cela. Donc, ma démarche, naturellement, c'est dans le cadre spirituel et dans le cadre de la connaissance de soi, hein, bien évidemment. Alors, si vous voulez, il faut voir les choses un peu de manière chronologique. Au départ, quand on est enfant, adolescent et jeune adulte, nous ne sommes pas forcément extrêmement structurés. Nous avons besoin, c'est tout à fait normal, de voir ce qu'ont dit certains grands penseurs, certains philosophes, de voir leur point de vue, leur regard, et cela nous permet un petit peu de nous structurer mentalement et psychologiquement, et même spirituellement. Au départ, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, nous sommes un peu, on va dire, ignorants dans le bon sens du terme, dans le sens je ne sais pas, et donc il est tout à fait logique d'avoir besoin de nourriture intellectuelle, donc on s'abreuve à des livres, à des films, à plein de choses. Donc ça nous donne un élan, une orientation, une structure. Et tout ça est nécessaire. On a besoin d'avoir une architecture intérieure assez forte. C'est tout à fait nécessaire, mais c'est insuffisant. Je vais préciser mon propos. Donc tout cela est inévitable et nécessaire, hein, tous les apports extérieurs, même avec des discussions entre amis. Mais après, si vous voulez, avec la maturité, il est nécessaire, me semble-t-il, d'essayer de forger sa propre opinion, son propre regard, et de ne pas être un penseur de seconde main, en quelque sorte, et de développer son propre raisonnement. Alors, ça me paraît très important, sinon on reste sous influence et on n'a que les influences. Et là, il y a un souci parce que si on n'a que les influences, en fait, on reste à la merci de nouvelles influences, puisque nous sommes basés sur des influences. Il y a les anciennes influences et il y aura les nouvelles. Et alors, qui est-on dans ces cas-là? Si on est juste modelé par les influences, qui sommes-nous vraiment? Nous sommes un peu comme une pâte à modeler qui s'adaptons à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous, on voyage dans un pays étranger, on découvre une nouvelle culture et on la trouve sympathique et on adhère à cette nouvelle culture. Lors d'un autre voyage, on va faire la même chose et au final, sait-on vraiment qui l'on est? C'est pas tout à fait certain. Dans beaucoup de cas, c'est inconscient. Ce que l'on pense être, c'est vraiment et tristement le résultat d'une influence. Leur influence, on peut changer le mot. Il y a un mot moins sympathique, c'est le conditionnement. Nous sommes conditionnés par notre environnement. On ne peut guère faire autrement. Et donc, alors, je regardais trop l'écran, je viens juste de perdre le fil, mais je vais le retrouver. Donc voilà, si on reste uniquement dans les influences, on est principalement dans les conditionnements, on subit les pressions de l'environnement.
Et naturellement, on n'arrive pas à savoir qui l'on est, et on est comme un bateau ivre, on vogue selon les impressions, selon les influences. En fait, on n'a pas de gouvernail, et on est entraîné de ci, de là par les aléas de la vie. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Quand on essaye de comprendre quelque chose ou de se connaître soi-même, au départ, on utilise ces informations, ces influences, c'est un fait, mais ces influences, en fait, sont là en quelque sorte pour conforter ce que je sais déjà. J'ai lu, je ne sais pas, Socrate, je suis passionné de Socrate ou de Platon, c'est une proposition, hein. Et si je suis passionné par ces enseignements, dans les expériences, dans mon approche de la vie, inconsciemment, je vais chercher en quelque sorte à confirmer ce que j'ai lu, les choses auxquelles j'ai adhéré, et je vais vers la vie pour essayer de confirmer les enseignements de Socrate, de Platon ou de Bouddha ou autre chose. Et en fait, je ne vais pas vers la vie pour comprendre la vie, je vais vers la vie pour confirmer ce que je sais déjà. On ne s'en rend pas compte, hein, presque, je dirais évidemment. Et donc, dans ces cas-là, on reste orienté par un certain type d'enseignement ou d'approche de la vie. En fait, on conforte son conditionnement, on pourrait dire ça. Et malheureusement, dans cette attitude mentale, nous ne découvrons jamais vraiment quelque chose pour la première fois. C'est une très grande tristesse, ce constat. On découvre les choses qui sont en rapport avec mes préférences. Alors, comment peut-on faire? Voilà, si je veux connaître mon esprit ou découvrir quelque chose, si je veux savoir si je suis conditionné, par exemple. Donc, je connais toutes les philosophies, toutes les théories sur le conditionnement, je les ai dans mon esprit, c'est un fait. Donc, presque de manière mécanique, si je dis, est-ce que je suis conditionné? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une réalité? Ce questionnement est suivi très rapidement des différentes réponses que j'ai dans l'esprit, mais comme on explore et qu'on a entrevu que l'idée d'un autre n'est pas une perception personnelle, donc toutes ces réponses qui arrivent dans mon esprit, la réponse de Platon, de Socrate, ou de Bouddha ou d'autres, je sais qu'elles sont là, elles ont tendance à venir, mais je ne leur accorde pas d'importance parce que je sais que ce n'est pas ma vision. Donc elles peuvent arriver, mais je n'y accorde pas d'intérêt parce que ce n'est pas ça voir. C'est voir par l'entremise de quelqu'un d'autre et donc ce n'est pas voir. Donc ces renseignements, ces informations, je les ai dans l'esprit, mais je ne m'appuie pas dessus en fait. Je les laisse dans mon esprit, mais en quelque sorte, je ne les utilise pas. C'est un petit peu comme, je le cite assez souvent, comme la lampe. Il y a le circuit électrique qui est dans les câbles électriques, mais je peux utiliser la lampe, l'allumer ou pas. Et donc là, les informations sur les conditionnements qui viennent des philosophes, je sais que c'est là, mais j'ai compris en quelque sorte qu'il n'est pas nécessaire toujours de les utiliser, et surtout quand on veut penser par soi-même. Donc c'est là, mais je n'y accorde pas d'importance, je les mets de côté, et j'essaye de voir directement la chose sans l'interprétation des autres. Et en fait, je veux attirer votre attention, rien que dans cette démarche, on a déjà appris quelque chose, et on a déjà, si c'est vrai pour nous, hein, on a déjà eu une vision, un regard intérieur. Le fait de comprendre qu'utiliser les avis des autres m'empêche de voir, si c'est un fait, c'est déjà une vision. Je viens de voir qu'utiliser l'avis des autres pour penser n'est pas penser.
Et en fait, si c'est pas intellectuel, si c'est pas une influence juste de la parole de Paul Pujol, si on le voit comme un fait, on est déjà dans l'art de voir par soi-même. J'ai pris conscience que citer tel et tel auteur m'empêche de voir. Et il y a une chose intéressante, cette perception très claire entraîne une action qui fait que je n'utilise pas ces informations. Donc la perception très claire, voir par soi-même, quand c'est très très clair, ça entraîne une action. Dans le cas précis, l'action de ne pas utiliser ces informations. On ne se dit pas comment faire pour ne pas utiliser les informations. Si on a cette attitude, c'est qu'on n'a pas vraiment vu. Le comment faire n'a pas tellement lieu d'être. Je vois que c'est inutile d'utiliser tout cela, donc je ne l'utilise pas. La vision, en quelque sorte, est une action directe. Il n'y a pas de césure entre la vision et l'action. Il n'y a pas d'espace. Et ça, c'est très, très intéressant. Et donc, on découvre qu'en fait, on vient de vivre cet acte de voir et que cette action de voir, cet acte de voir, crée une action, et en l'occurrence, dans mon esprit, c'est comme si j'avais découvert, il y a tout un processus, hein, c'est comme si j'avais découvert jusqu'à présent qu'en quelque sorte j'étais attaché à ces différentes explications du monde. Et étant attaché, je les citais de manière automatique, de manière presque inconsciente, presque on a l'impression de manière naturelle, on cite les autres, mais si on est dans cette action permanente, c'est que nous avons un lien d'attachement avec ces penseurs et nous n'en sommes pas libres. Et ça, c'est très important. Si on avait une relation libre, on pourrait les citer de temps en temps, et de temps en temps, absolument pas les citer, on pourrait s'en passer. Donc cet acte de voir entraîne plusieurs choses, me montre qu'en fait, je ne suis pas vraiment libre des pensées des autres, et qu'en fait, c'est avec la métaphore de la lumière, c'est comme si j'allumais la lumière sans arrêt, sans m'en rendre compte, parce que je me dis, quand j'allume cette lumière, je m'éclaire. Mais en utilisant les citations des autres, je ne m'éclaire pas. C'est une aide, on va dire, ça peut être un accompagnement, mais tout ça a pour but de nous amener à voir par soi-même. Même les enseignements du Bouddha ou d'autres, leur seul but, c'est de nous amener à découvrir notre propre vision, notre propre regard, et à ne pas dépendre d'eux. Et ça, c'est assez important. Donc, dans cette simple vision, même inconsciemment au départ, on a été confronté à l'attachement et on a mis ça de côté en quelque sorte. On dit, mais non, je n'ai pas besoin de forcément citer ces penseurs. En quelque sorte, j'ai rompu l'attachement. Je n'ai pas oublié tous ces penseurs, ces idées, mais j'ai rompu l'attachement. En fait, sans s'en rendre compte, nous avons commencé à nous déconditionner. De manière naturelle. Le déconditionnement, c'est pas une chose, une vague énorme, quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose qui intervient dans l'esprit de manière peut-être beaucoup plus simple qu'on croit, en essayant d'être lucide et en essayant d'être honnête avec soi-même le plus possible, naturellement. Si je vois que je n'arrive pas à me séparer, à me détacher de tel et tel penseur, eh bien, restons avec l'attachement. Si je vois que, voilà, pour travailler le conditionnement, je ne peux pas m'empêcher de citer Socrate. C'est un fait, je suis attaché à Socrate. Il n'y a pas à le condamner, il y a juste à en prendre conscience. Et si je vis dans cet attachement, en fait, est-ce que je peux ne pas le condamner, ne pas trouver ça affreux, mais vivre avec cet attachement?
rester avec, le regarder, l'observer, le sentir pour découvrir, pas intellectuellement, mais découvrir dans notre corps, dans notre cerveau, découvrir cet attachement. Pas dans, absolument pas dans le but de le finir, parce qu'on ne sait pas. Si on est attaché, on ne sait pas ce qu'est la fin de l'attachement. C'est purement hypothétique. Peut-on rester avec l'attachement, l'observer, le découvrir, voir tous ses aspects, l'énergie que ça entretient, la sécurité, le confort de pouvoir citer facilement des penseurs, le pouvoir que cela peut donner. Si je maîtrise vraiment bien par rapport à quelqu'un, je vais avoir un sentiment de supériorité, je jouerai ça dans la relation. Est-ce qu'on peut rester avec tout ça tranquillement et en quelque sorte, est-il possible, là c'est une question, si on reste en présence de cet attachement, si on essaye de sentir tout ce qu'il représente, à un moment donné, est-ce qu'en fait on ne va pas le voir pour ce qu'il est? Tout simplement, juste un attachement de préférence ou un attachement mécanique et qui n'est pas grand-chose finalement. L'attachement a de l'importance à l'importance qu'on lui donne. Si je considère que Socrate, effectivement, c'est le plus grand penseur de tous les temps, c'est le meilleur philosophe, je reste avec cette pensée, cet attachement, mais non, c'est complètement stupide cette pensée. C'est un grand philosophe, c'est évident, mais ce n'est pas le plus grand philosophe et tous les autres n'ont pas de valeur. L'attachement, en général, vient que nous avons survalorisé quelque chose. Nous sommes attachés à une chose parce que pour nous, elle a une importance extrême. Socrate me donne l'explication de la vie, par exemple. Mais il y a plein d'autres explications. Pourquoi ai-je mis ce penseur sur un piédestal? Bon, alors, les religions font naturellement facilement ça, hein. Bouddha ou Jésus sont devenus des super-héros et ils ont la solution à tous nos problèmes. Donc, j'ai surestimé. En gros, cette personne détient la solution de ma vie. Je voudrais vous faire remarquer que cet attachement, on commence à l'entrevoir peut-être, cet attachement est aussi un enfermement. Ma vie, tout mon élan de vie va se réduire à un courant de pensée, va se limiter à Socrate, à l'étude ou au bouddhisme ou à d'autres choses, à ce que nous avons choisi en fait. Comme on a mis quelque chose sur un piédestal, on a notre idole et on lui met de l'or au pied et on l'adore naturellement. Mais tout ça est un enfermement au lieu d'avoir une vision très très étendue, très large, très non limitée. Nous avons réduit notre vie et pratiquement même notre esprit à un courant de pensée. Donc c'est d'une très grande tristesse. Donc, vous voyez, l'attachement, enfermement, et nous vivons dans des limites, dans une très très grande limite. C'est d'une très grande tristesse, au lieu d'avoir un esprit immense, très vaste, nous vivons dans une pièce exiguë. C'est vraiment très triste. Après, chacun vit comme il veut, hein. Il n'y a pas d'obligation d'être heureux, heureusement, presque. Donc, nous voyons tous ces aspects. Et le début de notre quête, pourquoi est-ce que nous nous sommes posé la question comment voir par moi-même plutôt que s'appuyer sur les autres? C'est que voir par soi-même libère, entraîne une intelligence créatrice et libère du conditionnement, libère des limites. Et donc là, avec l'exploration, l'investigation que nous menons,
on voit que citer autrui, même un penseur valable, je ne critique pas les penseurs, hein, même un penseur valable, le citer constamment de manière totalement névrotique, on va dire, empêche totalement cette libération de l'esprit et cette ouverture. C'est très important. Donc, comment, comment procéder? Comment voir le conditionnement ou d'autres. Nous avons les informations des autres en nous, mais ce qui compte pour nous, c'est comprendre quelque chose. Donc, comprendre le conditionnement, la peur ou les limites. Comment comprendre quelque chose? Je vais faire une blague. Ah, bonjour, Jut. Muriel. Voilà. Comment comprendre quelque chose? Ou je vais faire le contraire. Peut-on comprendre quelque chose quand on pense à cette chose? Ça paraît très, très étrange, ma question, mais je fais exprès. Il y a la chose telle qu'elle est, et il y a ce que je pense de cette chose, évidemment. Hein, il y a un arbre, et il y a mes pensées sur un arbre. Les deux ont une ressemblance, mais les deux ne sont pas les mêmes. Mes pensées sur un arbre ne sont pas l'arbre. C'est évident quand on le dit comme ça. Et donc, peut-on aborder, c'est un exemple simple, hein, je fais le plus simple, peut-on aborder, voir un arbre sans les penser sur un arbre? C'est assez baroque. Est-ce possible ou est-ce un délire de Paul Pujol? Parce que les pensées sur l'arbre, c'est l'équivalent de ce qu'ont dit les sages sur la vie et tout ça. Ce sont les avis des autres. Hein, on peut avoir des informations botaniques sur l'arbre ou symboliques, mais ces informations, en fait, parlent de ce que disent les hommes de l'arbre. Vous voyez, tous les poèmes, toutes les choses extraordinaires qu'ont dit les hommes, c'est de la culture, c'est une chose magnifique. Mais, comment dire, pour entrer en contact direct avec cet arbre, je reste sur ça pour quelques instants, hein, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre tel qu'il est lui-même. Donc, qu'est-ce que je fais pour comprendre quelque chose? Il faut l'observer, évidemment, et un certain temps, pas 2 secondes en passant en disant ah ben cet arbre c'est un chêne, évidemment. Dès qu'on a sorti le mot c'est un chêne, on ne regarde plus l'arbre. C'est comme si la connaissance suffisait. Pour nous, la connaissance, c'est le contact avec l'arbre. Mais qui a dit ça? Je peux dire cet arbre, c'est un chêne, c'est un frêne, et avoir passé 5 secondes à regarder cet arbre. Alors, on a cet arbre en nous et nous vient la pensée, c'est un chêne. Ce n'est pas grave, on accorde, on la laisse passer, on ne condamne pas. C'est comme si vous voulez, quand on se promène dans une forêt, quand on rentre dans une forêt, on voit au départ de la promenade que ce sont par exemple des pins ou des sapins. C'est évident, le, le, les mots viennent à l'esprit, quelle belle forêt de sapins. Et on continue la promenade. Mais au cours de cette promenade, cette phrase, c'est une belle forêt de sapins. On va peut-être la dire une fois, 2 fois, 3 fois peut-être, mais au bout de 15, 20 minutes, cette pensée n'est plus utile. On est dans la forêt. On n'a pas besoin d'avoir la pensée je suis dans la forêt. Elle n'a pas d'utilité. Je veux préciser. On va devoir parler d'observation un petit moment. Ouais. Donc, j'ai cet arbre et j'ai des pensées, je connais mes pensées sur cet arbre, mais je dis, bon, cela n'a pas d'importance ce que je pense de ça. Et donc mon regard se tourne vers cet arbre. Je regarde son écorce, je regarde ses feuilles, je regarde la lumière, les reflets de la lumière sur ses branches. Et cet arbre, en fait,
il a sa propre beauté au final. Il a sa propre qualité, sa propre beauté qui ne dépend pas des mots. Et tout d'un coup, si ce contact se fait, est-ce qu'on ne devient pas curieux de ce qu'est vraiment cette plante, cet arbre, de sa grandeur ou de sa petitesse, si c'est un petit arbre, de la couleur de ses feuilles, des fruits s'il en a. Tout d'un coup, on est curieux, presque passionné de ce qu'on regarde. On regarde vraiment là. Et quand on regarde vraiment quelque chose, c'est la chose qui compte, pas ce qu'on pense d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment là, cet arbre avec ce tronc énorme ou ce tronc petit avec ses branches, c'est ça qui compte et pas ce que je pense de l'arbre. Donc, de manière très très naturelle, sans aucun effort, hein, cette curiosité éveille en moi tous les sens qui se tournent vers l'objet et tout simplement le mouvement des pensées, il s'est ralenti et au final il s'est tu devant la beauté de ce que je regarde. Le mouvement de la pensée, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, absenté momentanément. Voilà, on est tranquille et assez prudent. Et donc, je n'utilise pas mes pensées dans cette observation, dans ce contact. Et pour l'arbre, en fait, j'ai découvert l'art de voir par soi-même. Je vois l'arbre dans toute son intégrité, dans toute sa beauté, dans toute sa plénitude. Alors, pour l'extérieur, en général, ce que je viens de dire, nous le comprenons assez bien. Ça peut paraître un peu baroque, mais on peut comprendre que c'est possible, que c'est envisageable. Et là où ça se corse un petit peu pour nous, c'est quand Paul Pujol dit, ben, cet art de voir, on peut voir son esprit de la même manière. De la même manière qu'on voit un arbre, qu'on est curieux de cet arbre, qu'on observe pour découvrir qu'est-ce qu'il est, intérieurement, on peut faire exactement la même chose et voir que ce que je pense de mon esprit n'est pas mon esprit. Ça peut paraître un petit peu étrange, comme ce que je pense de l'arbre n'est pas l'arbre, hein, c'est assez simple. Ce que je pense de mon esprit n'est pas l'esprit, et ce que je pense de moi, ce n'est pas moi. Vous voyez. Et donc, on voit bien la différence, on va dire la connaissance de ce que je suis, ce n'est pas vraiment moi. Donc, on ne va pas l'effacer, devenir amnésique, ce serait complètement ridicule, stupide et, euh, et très néfaste. Donc, on ne va pas devenir amnésique, mais de nouveau, on a mis, comment dire, de nouveau l'interrogation vient. L'idée que j'ai de moi, est-ce que j'y suis attaché ou est-ce que elle n'est pas très importante? En général, l'idée que l'on a de soi ou l'idée qu'on a de son esprit, on y accorde une importance grande parce qu'on dit oui, je me connais quand même, j'ai telle caractéristique, je suis intelligent ou frustre. Pour nous, c'est important ce que l'on pense de soi. Et c'est peut-être cette importance qui m'a enfermé et qui m'a lié à cette définition, puisque la pensée sur une chose n'est pas cette chose. Et donc, je me rends compte que j'ai donné une grande importance à cette théorie, à cette connaissance. Peut-être, peut-être, ai-je donné de l'importance à cette connaissance parce que je ne l'ai jamais vue par moi-même de toute ma vie. Oui. Si on avait une vision claire, lucide
les définitions, on les garderait, mais elles seraient de peu d'importance. Mais comme on a très peu de vision, on ne peut pas lâcher ça. Parce que si on lâche les définitions, ben, nous n'avons plus rien. Donc, il s'agit de lâcher aucune définition, de rien oublier, de rien effacer, mais de développer, si possible, la vision personnelle, la vision intérieure et extérieure, et de développer cet art de voir par soi-même. Et cela allègera tout le reste, toutes ces définitions, toutes ces connaissances. Donc, l'art de voir par soi-même, en fait, relativise l'importance de la connaissance, hein, dans le sens accumuler des connaissances, des informations. Je vous ferai remarquer comme ça au passage qu'accumuler des informations et des connaissances, c'est ce que fait l'ordinateur. Et maintenant, avec la publicité autour de l'intelligence artificielle, c'est de la gestion des métadonnées. Hein, et je voudrais une petite, presque une blague au détour de l'intelligence artificielle. On met beaucoup intelligence en avant, hein, dans ce mot-là, mais on oublie le deuxième mot, c'est artificiel. C'est un artifice. On oublie le deuxième terme. C'est c'est une copie de l'intelligence. La gestion des métadonnées, ce n'est pas de l'intelligence, heureusement. Sinon, l'ordinateur ferait tout ce que fait l'être humain. Donc, donc ne soyons pas nous-mêmes artificiels. Peut-on être des êtres profondément vivants, libres de toute connaissance? Non pas qu'on les efface, je répète, mais qu'on ait une relation libre avec ces connaissances. Les connaissances, ce n'est pas le sel de la vie. Le sel de la vie, c'est voir par soi-même et découvrir une intelligence créatrice qui transforme, qui change les choses. Je ne suis pas certain que les connaissances changent les choses. Hein, les connaissances sont dans un fil de connaissances, dans une tradition, par exemple, et elles nourrissent la tradition, elles nourrissent ce fil de connaissances. On est des spécialistes et dans cette spécialité, je vais découvrir encore des choses, mais toujours dans ce fil. Peut-on découvrir dans la totalité de la vie, dans la plénitude? Je regarde juste l'horaire parce que je veux tenir les délais, voilà, on est bien. Donc, voir par soi-même, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas la connaissance, de manière très simple, c'est l'accumulation d'informations, de données, par exemple la connaissance d'une langue, la connaissance de comment conduire une voiture, on accumule des informations et on utilise ces informations pour faire certaines actions. Un architecte a des connaissances pour faire une maison, un médecin, tout ça est très très important. Un médecin a des connaissances pour soigner, mais l'acte de voir, s'il se transforme en connaissance, n'est plus l'acte de voir. En fait, l'acte de voir, voilà, je viens de découvrir l'attachement à mes pensées, à l'idée que j'ai de moi, et donc le fait de découvrir l'attachement pratiquement le réduit à néant, et c'est ça qui compte. Et si on n'a pas réduit l'attachement en néant, en fait, on va voir l'attachement, on serait pas allé au bout de la chose, et on va pondre une théorie. D'accord, je suis attaché à l'attachement parce que, je vais former une connaissance autour de ça, mais je n'aurai pas fini l'attachement. Si j'ai fini l'attachement, je n'ai pas besoin de formuler une connaissance de ça, puisque ça a été une action et c'est fini. Donc, voir ne se traduit pas par une accumulation de conclusions, d'informations, de connaissances,
Et dans ce sens-là, voir ne surcharge pas l'esprit et voir, en fait, libère l'esprit. Et on ne fait pas une théorie, on ne va pas faire différentes conclusions. C'est comme un oiseau, il doit être libre. La conclusion, c'est le mettre en cage. L'acte de voir ne devient pas une conclusion, sinon c'est malheureusement pas tout à fait l'acte de voir. Voilà, je pense que j'arrive petit à petit à la fin de ma présentation. J'essaye de voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors, je pense que le soleil, là, me fait un éclairage un peu bizarre. Voilà, donc on va dire que l'acte de voir par soi-même remet les choses à leur vraie place. La connaissance, on n'oublie pas, on les met à sa vraie place. Les informations des sages ou des gens que j'ai étudiés, je n'oublie rien, mais je mets tout ça à sa vraie place. Et en mettant les choses à leur place correcte, en fait, ça forme un espèce d'équilibre dans l'esprit. Il n'y a pas de désordre et il n'y a rien que nous avons mis au-dessus d'une autre chose. Donc, nous ne sommes pas attachés à une chose en particulier. Et en gros, nous avons mis une certaine harmonie dans notre esprit. Et cette harmonie favorise elle-même l'acte de voir. C'est un cercle vertueux qui n'a pas de fin, en fait. L'esprit devient de plus en plus subtil, on va dire ça comme ça. Et on découvre des choses de plus en plus intéressantes, on va dire. Voilà. C'est un voyage qui apparemment comporte un début, peut-être, mais c'est un voyage qui ne peut pas avoir de fin, puisqu'en fait, nous sommes en train d'explorer l'infini de la vie, l'infini de l'esprit. Et il n'y a pas de frontières, donc on n'arrivera jamais à la fin. Et c'est une dynamique tout à fait formidable. On ne s'assoira jamais par terre en disant ça y est, j'ai tout compris, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Ça n'existe pas. C'est une blague, une mauvaise blague, hein, pas une bonne blague, une mauvaise blague. Voilà, ben écoutez, je vais. Alors, j'avais mis le vibreur, excusez-moi, j'arrête. Je l'avais mis pour le timing. Donc, excusez-moi, j'essaie de m'y retrouver. Voilà. Euh, donc, alors, évidemment, remettez en question ce qui est proposé, hein, naturellement, hein. C'est un peu le but du jeu aussi. On questionne tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, on a à peu près trois quarts d'heure. Donc si vous avez des questions, des choses qui posent question, qui posent problème, ou voilà, on peut, creuser un peu différentes choses. Je ne sais pas si c'est gênant, ce soleil, là. Voilà, donc je suis tout oui. Alors voilà, au départ, on n'ose pas se lancer, mais allez-y, hein, si vous avez des questions, des interrogations, des choses qui vous paraissent absurdes, c'est ce que j'ai dit. Euh, Peut-être ne peut-on pas voir par soi-même aussi, peut-être. Hein, le début de voir par soi-même, c'est se questionner, mais de manière pas, pas pour correspondre à un standard, mais de manière honnête vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce qui me paraît important? Voilà, donc voir par soi-même. Je suis tout oui, messieurs, dames. Si personne n'a de questions. Oui, Moi, ce qui m'int... Oui, oui, pardon. allez-y, allez-y. Oui, moi, ce qui m'interrogeait un moment dans ce que Ouais, parle un tout petit peu plus fort, peut-être. Oui, moi, ce qui m'interrogeait un moment dans ce que tu as dit, c'est l'idée, enfin l'idée, la proposition, après c'est à vérifier, mais qui m'a interpellé, qui a bien fait un petit,
C'est qu'éventuellement, la vision qu'on a de son esprit, si on essaie de voir par soi-même, c'est peut-être pas, ça serait, enfin, l'idée qu'on a de son esprit serait peut-être pas la réalité de ce qu'est réellement son esprit. Ben, c'est une question. Oui, oui, non, mais c'est une question, j'entends bien, tout à fait, on est bien d'accord. Forcément, c'est une question. Parce que ça doit justement se vérifier par soi-même, Hmm. pour le coup. Euh, et ça, c'est assez. Il y a ça, cet élément-là. Et puis, deuxième élément, c'était que, oui, il y a cette habitude, finalement, de s'appuyer sur d'autres penseurs, ou sur des choses qu'on a lues ou autres. Forcément, hein. Enfin, en général, c'est les premiers temps, c'est ça, mais que, c'était comme une sorte d'habitude, une sorte de réflexe très pavlovien, en fait, très Mhm. répétitif, une sorte de dynamique qui tourne toujours un peu sur elle-même, Oui, dans la même, un peu dans le même secteur, un peu dans la même, comme si on fourrait finalement toujours au même endroit, que ce qui oui. sort de ce forage, finalement, est peut-être pas totalement aussi ragoûtant qu'on peut l'imaginer. Hmm. Ça a peut-être un goût de déjà vu. Ben, en fait, il y a un côté mécanique et inconsciemment, on le cherche, le déjà vu. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce Oui, que le déjà vu me convient. c'est ça. C'est très rassurant. Et finalement, comme ça, au moins, c'est pas inconnu quelque part. Même si c'est inconscient, ça se dit pas ça, hein. Mais au fond de Hmm. soi, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait dans une maison très étriquée, pas bien, etc. Mais au moins, c'est connu. Je connais, je sais où est la chaise là. Le robinet il fuit, mais c'est pas grave. Enfin, j'exagère, mais oh, le Oui, robinet est là au moins. Là, il y a oui, ce truc-là un petit peu. j'ai mes repères, hein. J'ai mes repères. Oui. Et ce qui était intéressant qu'il y a eu l'échange là, ce que tu disais, c'est qu'à un moment, il est vu qu'il y a peut-être autre chose qui serait peut-être plus vivant, plus spontané, plus libre, plus jaillissant, moins lourd. J'aurais presque dit, alors ça c'est une image, plus coloré, en tout cas plus vivant, plus spontané, plus jaillissant. Oui. Et en fait, comment le découvrir? Voilà. Si ça existe. Donc voilà, c'est une proposition, Paul Pujol parle de ça. Mais comment savoir si c'est vrai? Comment le vivre? Comment le découvrir? Voilà. Euh, si je m'appuie sur, si je m'appuie sur la pièce exiguë dans laquelle je vis, si je m'appuie sur ça, ben, je vais rester dans la pièce. Enfin, je peux faire rentrer les paroles de cette personne dans la pièce exiguë et dire, ah oui, c'est vrai, vu que ce que je suis est bâti sur la pièce exiguë. Alors, est-ce une voie sans issue? Est-ce une impasse? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand même? Moi, je dirais que le départ, à mon avis, peut-être le départ, c'est justement cette observation où ça va partir d'une façon presque neutre. On va essayer de voir ce qui se passe là, avec honnêteté, une sorte je sais pas si je peux employer le mot recul, mais juste le petit pas peut-être où on va observer un peu comme le chat qui observe ce qui se passe très attentivement. Qui est devant le trou de la souris, hein. Oui, voilà. Mais pas un mouvement de recul dans le sens de comme ça. C'est un mouvement qui est en même temps observateur et en même temps qui met pas à distance. C'est très pas totalement à distance. C'est très paradoxal ce que je viens de dire, hein. C'est autre chose. Oui, non, non, mais en fait, je dis assez souvent, il faut se prendre tel qu'on est, pas tel qu'on voudrait être, hein. Tel qu'on est. Tel qu'on est, eh ben, j'ai cette habitude de citer tel et tel auteur, Bouddha, Krishnamurti, Socrate. Je suis comme ça. Je dois travailler sur ce que je suis, hein. Donc, je suis attaché. Voilà, où je vis dans une pièce exiguë. Mais toi, j'ai cette phrase, je suis attaché.
parce que j'ai entendu quelqu'un en parler, tout ça. Mais je suis attaché. Est-ce que c'est une claire compréhension de l'attachement, une vision Ouais, nette, ou c'est juste une phrase ouais. intellectuelle? Mhm. Oui, Euh, vas-y, vas-y. Vas-y, si tu veux parler, vas-y, hein. oui, la réponse m'intéresse beaucoup. Ben, on va, Moi, je veux bien dire on quelque va, chose. Je veux bien oui, dire. Je pense que ça coexiste en nous. Tout ça coexiste en nous. oui, L'attachement, le non-attachement, le voir soudain comme un éclair. J'appuierais ça sur, par exemple, une rencontre avec un animal absolument imprévu voilà. qui fait irruption. Là, oui, je pense que c'est un voir. Voilà, Hmm, donc je pense que tout ça coexiste en nous. Et puis je oui, dirais aussi, nous sommes un corps et bien sûr que ma main, mes doigts sont loin de moi et que j'en ai une perception, comment dire, la main se perçoit-elle elle-même toute seule? Non, je fais partie. Il y a un corps qui rapproche tous ces conditions, toutes ces, qui donne un oui, sens à tous ces conditionnements. Donc pour moi, ça coexiste. Voilà. Bon, oui. je retrouve beaucoup ce que j'ai lu quand je lisais Krishnamurti, hein. Bon, ceci dit, si un animal fait irruption alors que je m'y attends absolument pas, c'est sûr que quelque chose est dégagé, une liberté, enfin, quelque chose que je peux même pas dire en mots. Par contre, si c'est mon mari qui fait irruption dans la pièce, j'aurais pas C'est la... un, c'est un, c'est un autre animal. Oui, Je blague, je blague. voilà. Merci en tout Oui, cas de rappeler ça, parce que c'est vrai que il y a ça, cette liberté de la vision dépourvue de tout conditionnement, mais bon, voilà, c'est, c'est, il n'y a pas de mots pour le décrire. oui. Mais en fait, vous avez raison, comme on a toutes ces choses en nous, dans notre esprit et dans notre corps, si on était conscient que cette vision, ce type de vision existe, hein, voilà, je suis prudent dans les mots, si on était conscient, mais de manière vivante, que ce type de vision qui libère existe, les attachements qu'on a dans l'esprit, ils seraient vraiment beaucoup moins forts. Ils existeraient, mais un peu comme une plaisanterie. Bah oui, c'est vrai, bah j'aime le café, mais ça n'a aucune importance. Vous voyez? Mm, Euh, mm, mm, Parce que les attachements, dans le sens négatif du terme, sont des entraves, quoi. Nous empêchent même d'avoir un esprit immense, quoi. Vous voyez? mm, Les entraves sont des limites. Après, comme vous dites, le corps existe, le corps a sa propre beauté et le corps a ses propres limites, mais en fait, c'est pas un problème. Quand on comprend que, naturellement, qu'on ne peut pas voler comme un oiseau ou vivre sous l'eau comme un poisson, on a des limites, mais ça n'empêche pas que le corps est très beau. Une gazelle dans la savane, elle est limitée, mais elle est gracieuse, elle est de toute beauté. En fait, les limites biologiques existent, et si on les comprend, ben, ce n'est pas un problème, puisque ça, une adaptation de la vie, c'est pas un conditionnement qui réduit la vie. En fait, c'est un conditionnement qui permet la vie. Vous voyez. mm, mm, mm. Donc, les limites corporelles, en fait, elles nous aident à vivre. Et donc, c'est pas un problème. Par contre, je questionnerai les limites que nous instaurons nous-mêmes dans notre esprit. C'est pas tout à fait pareil. J'ai l'impression que là, c'est source de douleur, de souffrance et de d'autres, de multi-problèmes. Et le corps, je trouve, il y a une approche intéressante, parce que le corps est conditionné par l'environnement, c'est un fait, on ne peut pas le nier, hein. Mais le corps a aussi sa propre beauté et une certaine capacité de liberté, pas totale, mais il y a quand même
des possibilités d'adaptation dans le corps, et le corps a sa propre énergie. Et je veux faire le lien en parlant du corps, le cerveau Mhm. est siège dans le corps. Et dans le cerveau siègent les pensées. Et maintenant, on le sait, les pensées flottent pas dans l'air. Maintenant, on le sait grâce aux sciences. Et, et donc, si vous voulez, le corps étant limité, ben, le cerveau, évidemment, il est limité par sa capacité, c'est évident. Et les pensées elles-mêmes ont leurs limites. Elles ont leur propre beauté, comme la gazelle, mais elles ont leurs limites. Et en fait, nous, dans notre esprit un petit peu confus, nous espérons découvrir quelque chose d'illimité, quelque chose d'ineffable, quelque chose d'au-delà de l'homme, en restant avec les outils de l'homme qui sont limités. C'est notre malentendu d'être humain, on va dire. Euh, et c'est pour ça que dans la perception, je parlais que de manière naturelle, quand voilà, quelque chose m'attire, comme vous dites, un animal inconnu arrive, je suis étonné, je regarde, qu'est-ce que c'est? De manière naturelle, quand notre attention elle est portée sur quelque chose de manière intense, en fait, le mouvement des pensées s'apaise parce que c'est ce qu'on observe qui compte. Et en fait, les pensées s'absentent même pendant quelques instants. Et on n'en est pas moins un être humain, vivant, sensible. C'est comme si on découvrait dans l'esprit de l'homme, qui a de la pensée évidemment, mais qui a autre chose. Et qu'il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas uniquement le mental à base de mémoire et tout ça. Il y a une autre chose, voilà, j'ai même pas envie de le préciser spécialement, mais qui existe, mais à laquelle nous sommes peu accoutumés. On n'est pas très, comment dire, je cherche les mots. La pensée, le mouvement des pensées, on est habitué, on peut en parler souvent, tout ça, on est intime avec le mouvement des pensées, mais Familier, cette autre chose, familier. on a perdu un peu l'intimité avec cette autre chose. C'est triste, parce que c'est comme une partie, c'est une partie de nous-mêmes. Hein, ce n'est pas la négation de la pensée, c'est la mettre à sa place correcte, elle a sa raison d'être. La vie, au bout de 14 milliards d'années, a fait ça. On ne va pas dire, mais non, tout ça n'a pas d'intérêt. La pensée, oui, et l'autre aussi. Vous voyez. Pourquoi? On n'a pas à choisir, en fait. Parce que si on n'était pas attaché à la pensée, elle serait beaucoup moins présente et elle laisserait la place pour l'autre. Mhm. C'est le problème de l'attachement à la pensée. Parce qu'en fait, c'est une histoire d'espace. Si la pensée remplit tout l'espace de l'esprit, nous croyons, parce que c'est juste une idée, nous croyons que la pensée est l'esprit. Mais Mhm. en fait, c'est peut-être faux, c'est peut-être une grossière propagande de la pensée qui se présente comme étant beaucoup plus que ce qu'elle est elle-même. Elle fait son autopromotion, on va dire. Et nous avons et ça date depuis plusieurs siècles, hein, donc c'est pas récent. Donc, on pourrait dire que l'art de voir par soi-même, on pourrait même prendre cet aspect, l'art de voir par soi-même, c'est l'art de voir sans la pensée. On pourrait dire Mhm. ça comme ça. Et donc sans la mémoire, puisque tout ça est lié, hein, naturellement, tout ça reste dans l'esprit. La mémoire est là. Mais la mémoire, elle peut être active ou pas. Comme l'électricité, on allume la lampe ou pas. Comme les gènes, en fait, les gènes s'expriment ou pas. On oublie toujours ces notions que la chose peut être active ou inactive. On parle beaucoup de l'activité, mais la non-activité, on l'oublie. Euh, et pour les gènes, j'entendais un biologiste, il disait, on oublie la base, un gène, il s'exprime ou pas. Il faut toujours avoir ces deux notions. Et de ces deux notions, il y a plein de choses qui découlent. Donc, la mémoire s'exprime ou pas.
Et moi, je trouve ça déjà très... On n'en parle pas souvent, il me semble. Euh, En fait, on s'offre une possibilité supplémentaire. On n'a pas juste la mémoire et la pensée, tout ça. On a quelque chose d'autre, hum, d'une qualité un peu différente, un peu... hum, Allez-y, allez-y, hein, si vous voulez. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'intention pour justement déployer cette partie de nous-mêmes Hum, inconnue? C'est pas suffisant peut-être. Voir, voir, c'est très important, bien sûr. hum, Le voir dont vous parlez, c'est un voir. Bon, je veux pas donner de moi, mais il faut une intention pour y aller vers. Donc, ce qu'on cherche quand on va écouter, etc., on cherche des clés en fait pour mettre en œuvre. Voilà, on cherche des clés ouais. pour mettre en œuvre, parce qu'il faut mettre en œuvre, non? Il me semble, c'est pas suffisant. Faut, voilà, il faut mettre en œuvre. Bah, Et voilà, après, la mettre en œuvre, ça serait l'intention, se tourner vers. Je sais pas comment dire. voilà, je pense que l'intention, c'est une chose, chercher les clés, c'est un peu autre chose. Je, L'intention, pourquoi est-ce qu'on se dit, mais il est, pourquoi est-ce qu'un être humain, à un moment donné, mais je pense par les autres, il faut que je pense par moi-même, c'est absurde. En fait, pourquoi est-ce qu'on a cette interrogation ou cette intention, comme vous dites? C'est parce qu'en fait, on se rend compte que si on est toujours en train de citer les autres, en fait, on a une vie de seconde main. Qui est-on si on cite, on peut citer Jésus, Bouddha, Socrate, toute sa vie, on peut passer comme ça. Mais à un moment donné, on a une question d'identité. On dit, mais qui je suis moi, à part ces citations? L'intention, est-ce qu'elle ne viendrait pas d'un trouble qu'à un moment donné, on dit, mais j'ai une vie de seconde main, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose il y a une anomalie. Je m'en suis pas rendu compte il y a quelques années, mais là, tout d'un coup, là, ça me choque. Il y a, est-ce que l'intention, est-ce que ça découle pas déjà d'une perception que quelque chose ne va pas? L'intention vient déjà d'un voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. On voit Mm. un dysfonctionnement, quelque chose qui n'est pas logique et qui en Mm. fait me met mal à l'aise, parce que c'est comme ça, qui suis-je? C'est un peu... Et en fait, je crois, parce que voir, comme notre deuxième nature, c'est comme respirer. Et Mm. là, on ne le sait pas, mais c'est très naturel. Et l'intention vient déjà du voir. Parce qu'on met ça comme quelque chose de très lointain. En fait, c'est peut-être très intime en nous, cette capacité de voir par soi-même. Mais on l'ignore. Et Mm. en se rendant compte que, voilà, je suis un philosophe et quand j'écris des livres, je mets des milliers de citations de plein d'auteurs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je dis, mais est-ce que je ne suis pas juste en train de répéter, en recyclant un peu, mais voyez, Mm. donc il y a un moment Mm. donné, mais Malaise. voyez, Mm. l'IA fait ça maintenant. Elle prend des données sur Internet, elle vous recycle et elle vous fait un texte Socrate, quoi. Mais elle est partie chercher les données qu'il y a sur Internet. Et en fait, je pense sincèrement que l'acte de voir, c'est une prise de conscience que nous nous réduisons à un acte mémoriel alors que nous sommes beaucoup plus que ça. Et un acte mémoriel de recognition, hein, de ressasser les connaissances. Alors que la vie, et nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est bien plus que ça. Et on s'est rabougri, en quelque sorte, à, à ça, ressasser des données. Et Mm. en fait, il y a un choc. On ne peut pas l'accepter si on a cette prise de conscience. On se dit, mais c'est pas possible de rester dans cette ornière.
Donc, euh, l'acte de voir est beaucoup plus présent dans nos vies qu'on croit. Mais comme on ne mm, nous en parle pas, comme la mémoire, la pensée est extrêmement présente, mais l'absence de pensée peut être aussi plus présente qu'on le croit. Mais comme on ne nous en a jamais parlé, on n'en a pas conscience. Déjà, il faut déjà avoir conscience qu'on pense. En général, on a cette conscience, mais certaines personnes ne sont pas très claires là-dessus. Mais alors, avoir la conscience quand on ne pense pas, ah, c'est encore autre chose. Mais en fait, nous faisons les deux. mm. Mais il y en a un dont on est intime, on nous parle souvent la mémoire, la pensée, ça nous dit. Et l'autre chose, ça paraît un peu exotique, et quand on en parle, on nous dit oui, non, mais alors ça c'est pour les grands méditants, hein. Ça c'est pour les gens qui ont fait 40 ans de retraite dans les grottes dans l'Himalaya, c'est pour les spécialistes, pour les personnes lambda. Non, non, n'y pensez pas. En fait, on nous dit qu'on ne le vit pas. Mm, mm, Et Et c'est là où voir, c'est important parce que j'ai cette information, je ne vis pas cet autre qui n'est pas la pensée. Tout le monde me dit ça, tout le monde, beaucoup. Est-ce vrai? Hein. Est-ce vrai? Parce que l'acte de voir par soi-même, pour dire un peu l'essentiel, est-ce que ça tourne pas autour de distinguer le vrai du faux? mm, Hein. mm, Pas pour l'arbre, mais pour la connaissance de soi. On me dit, non, vous ne pouvez pas découvrir l'au-delà de la pensée, c'est pour les méditants, vous, c'est impossible. Mais qui nous dit ça? Qu'est-ce que c'est quelle est cette... Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais on a juste accepté sans observer. Hein. On a accepté cette sentence comme non, c'est pas pour vous. Inconsciemment, on s'est soumis à cette phrase. Et vous voyez, et lors d'un dialogue comme ça, ben, on questionne. Il m'attendait. Ces gens me disent ça. D'abord, qui sont ces gens qui disent ça? Ce sont eux-mêmes des gens qui appartiennent à une école où il y a des spécialistes. Donc, ils font la propagande pour leur camp. Hein, je ne citerai pas toutes les techniques, il y en a des milliards. Donc, quelqu'un qui a une technique, il va dire, non, mais sans cette technique ou sans une technique similaire, messieurs, dames, vous n'arriverez à rien. Mais est-ce que c'est une parole de vérité ou c'est juste une parole de propagande? J'opterai pour la deuxième option, personnellement, il me semble. Alors, et beaucoup nous disent, grâce à cela, vous découvrez votre véritable nature. Vous allez découvrir votre véritable nature. Donc, on prend les mots pour ce qu'ils veulent dire. Donc, si c'est notre véritable nature, nous sommes cela de manière naturelle, de manière très profonde, c'est en nous, cette histoire-là. Et pourquoi est-ce qu'on me propose tout un circuit, toute une étude, des séances de yoga, des séances de méditation pour revenir à ce que je suis vraiment? L'acte de voir, entre autres, c'est se voir tel qu'on est vraiment. mm, Conditionné, inconditionné, limité, illimité, on ne sait pas tant qu'on n'a pas regardé. Mais comme vous dites, l'intention, l'impulsion de départ, en fait, elle est déjà issue d'un voir. mm, C'est présent à plein de niveaux dans nos vies, sans qu'on s'en rende compte. L'eureka d'un savant, c'est une sorte de voir. Et mm, ah, mais oui, c'est ça. C'est un mm, jaillissement, une- l'esprit s'est éclairé en quelques secondes. Ah, mais oui, c'est évident. Euh, donc, je reviens à ce qu'on disait avec Fabrice. On est dans une pièce exiguë,
Il y a des gens qui nous parlent d'immensité, d'espace et tout, mais on est dans la pièce exiguë. Ces paroles, ces livres, ça a l'air sympathique, c'est stimulant. Et en fait, ça peut avoir un effet, je suis désolé, un effet pervers. Je vis dans une pièce exiguë et je lis des descriptions d'immensité, d'espace vaste et tout, et ça fait naître en moi un désir. C'est naturel. Ça fait naître en moi le désir de vivre dans un espace infini. Mais je n'y suis pas. Je suis toujours dans cette pièce. Et dans cette pièce exiguë, je me mets à penser à ce que pourrait être l'infini. Je me mets à échafauder des théories, des idées, presque une croyance sur l'infini. Et ça peut durer des années et des années. Mais pendant tout ce temps-là, de cette espèce de désir vers quelque chose, mon regard ne s'est jamais tourné vers la pièce exiguë. Ai-je Mm. observé une seule fois cette pièce exiguë se réduit sans lumière? Mm. Je m'échappe de moi-même. Hein. Et d'ailleurs, c'est comme une plaisanterie. Celui qui vit dans une pièce exiguë, quoi qu'il pense de l'infini, ce sera produit par la pièce exiguë. La pièce exiguë ne peut pas produire d'infini. Elle produit des petites choses. Donc mon idée de l'infini est une toute petite chose ridicule. Donc là, si c'est tout d'un coup, il y a comme un choc. Donc penser à ce qui n'est pas là, à ce que je ne vis pas, pour la connaissance de soi, ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour la littérature, pour d'autres choses, mais je suis dans une pièce exiguë. Là où je suis, je dois comprendre cette pièce exiguë. Je dois saisir tout ce qu'elle est, tous ses effets, tout ce qu'elle représente, tout ce que ça fait de ma vie, de vivre dans cette petite pièce exiguë. Je mets de côté l'ailleurs, l'ailleurs merveilleux, et je me tourne vers ce qui est dans la pièce exiguë et moi dans la pièce exiguë. Et, et là, ben c'est là qu'on peut commencer à apprendre. Ce qu'on regarde, on observe petit à petit, et je vais me rendre compte que en fait, comme pour l'infini, j'avais une foultitude d'idées sur la pièce exiguë, mais je n'avais que ces idées, je n'avais jamais regardé. J'ai une théorie sur cette petite pièce, mais je ne l'ai jamais regardée. Donc cette théorie, elle est fausse. Donc qu'est-ce que ça veut dire une pièce? Qu'est-ce que ça veut dire exigu? Qu'est-ce que ça veut dire je vis dans une pièce exiguë? Et quelqu'un dirait, mais monsieur, si cette pièce est exiguë, c'est sûr, et elle n'a pas, a-t-elle des ouvertures? Telle une fenêtre? Peut-être une porte? Est-ce que vous avez regardé éventuellement? Est-ce que c'est une cellule ou pas? Et toutes ces choses qu'on nous dit, monsieur, vous ne pouvez pas en sortir, mais attendez, mais qu'est-ce que vous en savez? Cette cellule, c'est peut-être ridicule. Cette cellule, je pense que je ne peux pas en sortir parce que je ne l'ai jamais examinée. Elle a peut-être une porte sans verrou. Il suffit juste d'ouvrir, sortir de la pièce. Mais si je suis sûr que c'est une pièce sans issue, si j'ai cette croyance, je ne vais jamais m'approcher de la porte. Donc, se prendre tel qu'on est, je pense que c'est le commencement, la base de la base de la base. Et même une pièce, ouais, on peut rester 2 secondes sur ça. Dans une pièce, il y a un espace, évidemment, une pièce, voilà, il y a un espace dans lequel on peut mettre une table, un fauteuil, dans lequel je vis. Et on dit, c'est une pièce avec un espace exigu. Une pièce exiguë, c'est la même chose. Mais de manière vraiment très, très
très très simple. En- Si je sors de la pièce, si je franchis la porte, et je rentre dans, on va dire communément, on dit qu'on rentre dans un nouvel espace, dans un espace différent. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ça. Je vais rentrer dans un palais, et je veux dire, ce palais est somptueux, il a vraiment un espace énorme. Mais qu'est-ce que l'espace? Ça, c'est des questions qu'on oublie parfois de poser. Qu'est-ce que l'espace? L'espace, c'est ce qui permet, on va dire de manière très simple, l'espace permet que des choses existent en lui. L'espace est une dimension dans laquelle on peut y avoir différentes choses, un arbre, une fleur, une planète, une galaxie, un être humain. Dans cet espace, on peut construire Mm. des murs avec une pièce de 30 mètres carrés, 60, 90, 100 mètres carrés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'espace qui est exigu. C'est le mur qui me donne le sentiment que l'espace est restreint. Parce que l'espace, il est à l'extérieur du mur, à l'intérieur du mur, au-dessus du toit également. Et si on accorde une importance énorme au mur, on a le sentiment, l'impression que ce mur, cette démarcation, a séparé l'espace. Mm. Et intérieurement, il y a mon espace et l'espace de l'autre. Mais en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'un mur sépare l'espace? Un mur vit dans l'espace. Enfin, vit pour un mur. Il a été construit dans l'espace. C'est grâce à l'espace qu'on a pu faire ce mur. Vous détruisez ce mur, l'espace est là. Il était avant la construction de ce mur, il sera après, et il est là aussi pendant que ce mur existe. Est-ce qu'on peut être séparé de l'espace? C'est un peu ça que je voulais dire. S'il y a un espace, dans le vrai sens du terme, l'espace n'a pas de limite. Hein, c'est une dimension très très grande, sans frontières, et étant sans frontières, on peut dire que tout existe dans l'espace. Les plus hautes tours, la lumière d'étoiles les plus lointaines, le plus petit des insectes, les plus grandes des galaxies. Dans l'espace, tout existe. Il ne peut pas y avoir d'excommunication de cet espace. Et au sein de ma pièce exiguë, je vis dans cet espace. Si je ne me crispais pas sur le mur qui est à 2 mètres de moi, intérieurement, psychologiquement ou spirituellement, suis-je séparé de cet espace? Je ne sais pas, vous voyez ce que j'essaye de... Mm. Est-ce que ce mur emprisonne mon esprit vraiment? C'est pas si clair que ça. Oui. Et je reviens sur la phrase, puisque si cet espace est ma véritable nature, cette véritable nature, que le mur soit là ou pas, c'est ma véritable nature. Alors, Fabrice me connaît un petit peu. Pour moi, l'espace, c'est un peu un autre mot qui désigne l'esprit, mais pas le mien ou le vôtre, l'esprit, qui est une dimension sans frontières. Il n'y a pas de bord du monde. Ça, c'est une blague. Et comme le mur peut nous donner le sentiment qu'on vit de manière limitée, l'attachement, les croyances peuvent nous donner cette impression que notre esprit est limité par ses croyances, par ses théories. C'est très fort, hein, naturellement. C'est une impression.
une impression très très forte d'être à l'étroit. Mm. Et on doit questionner tout ça. Je questionne vraiment tous ces aspects pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Sans dire la vérité avec un V majuscule, tout ça, naturellement, c'est une plaisanterie. Mais je crois que c'est notre capacité d'être humain au quotidien, sans forcément s'en rendre compte. La vie nous met des défis et l'intelligence, c'est distinguer ce qui est vrai du faux, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, euh, pour bien vivre, hein, pas pour faire les malins. Comme disait quelqu'un, c'est la vérité qui libère, c'est pas le yoga ou la méditation. C'est c'est la vérité qui libère et qui éclaire l'esprit de plus en plus. Voilà un peu pour la pièce exiguë, on a un peu développé, je regarde l'heure, ça va. Euh, ouais, distinguer le vrai du faux, c'est pas du tout à la mode dans tous les trucs spirituels ou philosophiques et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose de très très important. Discerner le vrai du faux, alors discerner par soi-même, hein, naturellement, toujours, c'est la pierre angulaire de l'acte. L'acte de voir par soi-même pourrait se résumer à ça, en fait, aussi. Voilà, un ami vient, me croise dans la rue, il me dit, bah, écoute, j'ai fait une découverte fantastique, j'ai découvert une nouvelle religion, il faut que je t'en parle, c'est vraiment énorme. Bon, ben, on s'assoit et on écoute cette personne, c'est un ami, il n'a pas de mauvaises intentions. Et l'intelligence exige que je découvre si c'est vrai ou faux, sans blesser qui que ce soit. Naturellement, si mon ami se trompe, je dis, bah, écoute, il me semble que c'est une erreur, mais tu as le droit tu peux adhérer à ce que tu veux, mais il me semble que c'est une mauvaise piste, hein. Euh, oui, il y a une chose aussi, voilà, que je voulais dire dans la présentation, mais qui me revient maintenant aussi, puisque voir le vrai du faux ou l'acte de voir, tout, tout ça sous-entend évidemment qu'il y a un réel, qu'il y a quelque chose à percevoir. Donc qu'il y a un réel et que ce réel, par l'acte de voir, il sera perçu de la même manière qu'on soit un Français, un Américain, un Hindou, un bouddhiste, puisque cet acte de voir a transcendé les Mm. apparences culturelles, en fait, et tout d'un coup, on découvre l'unité de l'humanité. Si les gens voyaient cette chose, euh, nous vivons dans un seul et même réel. Si on était très clair là-dessus, si on arrêtait de se disputer pour les interprétations, nous vivrions en paix depuis longtemps. Donc il y a un réel, hein, moi c'est très clair pour moi, et il y a un réel qui peut être découvert, et ce réel ne dépend pas de nos interprétations différentes. Ça c'est très important. Il y a vraiment quelque chose avec qui on peut rentrer en contact. C'est un peu les archétypes de Jung, hein. Il y a des archétypes qui transcendent, on a les mêmes bases profondes, nos bases profondes sont les mêmes, qu'on soit bouddhiste, musulman, chrétien, communiste. Et l'acte de voir, il y a une très belle chose, si on est très clair là-dessus, donc l'acte de voir peut être très intime, très personnel, mais comme un autre peut voir aussi, il existe aussi l'acte de voir ensemble et de découvrir ensemble dans un même mouvement d'observation. Et là existe la découverte d'une unité profonde. Et ça, c'est extrêmement beau. Il n'y a plus aucune séparation entre les êtres humains.
Et la séparation avec le réel est abolie également. Donc il y a l'acte de voir par soi-même, et il y a, une fois qu'on a découvert ça, il y a aussi l'art de voir avec l'autre. Et ça, c'est toute une exploration. Pour moi, c'est un peu comme une nouvelle culture, ça. Quelque chose qui est délicat, hein, évidemment, hein, mais qui existe qu'on est plusieurs et que cet art de voir existe. Cette vision, elle existe quand pendant quelques instants, les différentes personnes ont mis de côté leur moi. Ouais. Ça a été mis de côté, et tout d'un coup, il y a une unité dans la vision. C'est le groupe qui voit, c'est pas une personne, et le moi est mis de côté, parce qu'au final, toutes ces connaissances, on a parlé là, les interprétations, les connaissances, la mémoire, les théories des uns et des autres, au final, tout ça a constitué l'idée que j'ai de moi. Et l'idée que j'ai de moi, ben, c'est le moi, pour dire les choses bêtement. Et quand on se place ailleurs que dans ce mouvement de la mémoire, quand on se place ailleurs, ben, on découvre que l'être humain peut exister sans ce moi, psychologique, spirituel. Ce moi, ce n'est pas nous. Et donc il y a quelque chose qui se révèle, qui est presque troublant. Et cette autre chose, c'est le plus intime de tous les êtres humains. Et cette autre chose fait que je rencontre les autres. Parce qu'il y a, c'est notre, c'est l'identité, le mot, c'est dire le même, l'origine étymologique. Hmm. Et il y a identique dans identité. On a tellement mis en avant l'individualisme qu'on oublie les choses comme ça. L'identité, c'est lié au mot identique, hein, et étymologiquement, c'est-à-dire le même. Donc, ça amène très, 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 très loin, hein. Vous voyez, l'acte de voir, ça, c'est comme une brèche qui s'ouvre et on découvre des choses très, 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 très vastes, hein, même dans les relations humaines, hein. Donc, je pense que c'est important et naturel. Je me permets de redire ça. Euh, Seulement, nous n'en sommes pas conscients. Donc, c'est un peu le but d'une visioconférence comme aujourd'hui, c'est juste dire, ben, vous savez que ça existe en fait. On le vit en tant qu'être humain, on le vit euh, assez régulièrement, on ne s'en rend pas forcément compte. Et ce serait un peu comme établir un contact avec cette autre chose qui est nous aussi. Et en ayant un peu conscience de ça, ça leur fait grandir, en quelque sorte. Et ça prend un peu plus d'ampleur. Et ça, entre nous, ça rabat un peu le caquet de la pensée qui se prend pour quelque chose d'extraordinairement sublime et divin et autres. La pensée n'est pas l'esprit. La pensée vit dans l'esprit, naturellement, comme toute chose vit dans l'esprit. Mais la pensée n'est pas l'esprit. Hein, voilà, c'est le petit n'est pas le grand. Le petit vit dans le grand. Tous les petits vivent dans le grand, mais l'un n'est pas l'autre, naturellement. Il s'agit de mettre les bonnes valeurs aux choses autant que faire se peut, hein. Donc, donc voilà, on va bientôt arriver à la fin. Je parle beaucoup, ouais, excusez-moi. Euh, Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, ou même quelqu'un qui n'est pas intervenu d'ailleurs jusqu'à présent, ou pas. Ah, il n'y a pas il n'y a pas d'obligation. Je vais juste regarder qui est avec nous. Donc, ça va pour vous? Fabrice, Catherine,
Bon, bah, je pense qu'on va. Impeccable. Ça va? Impeccable. Mm, Hein, bah, mm. ouais, je pense qu'on va pouvoir stopper parce qu'on a dit beaucoup de choses, hein.